Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, bilan des 4 études de cas que je vous ai proposées dans la dernière vidéo. Ces 4 études de cas de troisième portent donc sur la naissance du projet européen après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce projet européen, aujourd'hui, il est d'une extrême importance et il est en même temps problématique, puisque la pandémie actuelle à laquelle l'Europe notamment fait face, l'Europe le continent, nécessite des politiques, peut-être même des politiques communes, qui seront à définir dans un cadre européen qui reste à voir. Les pays prendront-ils le pas de ces politiques? Ce cap européen va-t-il se déliter? On va s'en rendre compte dans les mois et les semaines à venir. En tout cas, le cadre légal européen, on va essayer de le comprendre aujourd'hui avec 4 fiches correspondant à 4 études de cas qui vont nous amener à retracer l'historique de la création puis du maintien d'un projet d'union des pays européens, qui donne aujourd'hui le nom de Union européenne, à partir des années 1945 jusque dans les années 2010. Ça va être notre période d'études. Donc pour ça, on va déjà se demander de quand date la naissance de cette idée européenne. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a vu en cours, c'est des pays d'Europe qui se tapent dessus. Première moitié du XXe siècle, c'est quand même 2 guerres mondiales. Et ces 2 guerres mondiales prennent naissance justement sur ce continent, et notamment dans des rapports franco-allemands. Donc, toute cette problématique-là, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, même pendant que Hitler est là, même pendant qu'il y a les nazis, même pendant qu'il y a les collabos, certains, notamment résistants, y pensent et se demandent déjà comment on pourra faire un après-guerre moins délétère que l'avant. Un après-guerre où il y ait une solidarité européenne, notamment dans un but précis qu'on va étudier maintenant. Pour ça, on va s'intéresser donc à un certain nombre d'études de cas, donc elles sont dans le Google Drive pour ceux qui ne les auraient pas encore téléchargées. Et on les comparera systématiquement avec ceci, une frise chronologique qui va récapituler les 4 moments forts de l'Union européenne. Vous allez voir, le moment actuel, le traité de Maastricht en 92, le traité de Rome en 57, le traité de la CECA, le traité de Paris en 51. Donc on va les faire de l'ordre chronologique. Là, je les ai dit dans l'ordre chronologique inverse. Et on va donc se poser une question que je vous ai déjà mis au sommet de la fiche. Comment l'Union européenne s'est-elle construite et à quoi est-ce qu'elle sert? On va donc essayer de comprendre comment s'affirme et se met en œuvre un projet européen qu'on va déterminer en 3 moments. Alors, première chose, on est en 1945, la guerre se finit. Le grand problème des pays d'Europe, c'est comment on reconstruit. Comment on se reconstruit politiquement avec la fin des politiques qui existaient pendant la guerre en Allemagne, la fin des politiques qui existaient pendant la guerre en France avec le régime de Vichy, et comment on remet en place ces démocraties européennes quand on a le choix d'être démocratique, puisque rappelez-vous, l'Europe est coupée en deux par le rideau de fer, avec la partie ouest qui est proche des démocraties capitalistes type USA, et la partie est qui est de manière forcée communiste, avec à sa tête l'URSS. Alors, il y a des gens, dont Robert Schuman, notamment, qui réfléchissent à tout ceci. Donc, Robert Schuman, notamment, fait partie de ceux qu'on va appeler les pères de l'Europe, qui vont vouloir, suite à la menace notamment du bloc de l'Est, rapprocher la France et l'Allemagne. Et pour ça, il faut leur donner envie de faire la paix et pas la guerre. Ils n'ont pas arrêté de la faire. Ça fait 2000 ans que l'Europe, elle n'est absolument pas en paix. Alors regardons quelle est l'idée, justement, de Robert Schuman et de Jean Monnet d'ailleurs aussi. Monnet, M-O-2-N-E-T. Je ne vous ai pas mis son nom là. C'est Robert Schuman qu'il faudra vraiment retenir. Il était ministre des Affaires étrangères en 1950 quand il fait cette déclaration. Donc regardez bien, vous avez devant vous la déclaration de Robert Schuman. Si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause, lisez-la, on se pose 3 questions dessus. Alors, on va partir du principe que vous l'avez lu. Vous avez pu voir que Robert Schuman fait des propositions spécifiques d'organisation européenne. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de créer une construction d'ensemble. Une construction d'ensemble européenne qui doit se faire par des réalisations concrètes. Si vous voulez créer une solidarité européenne entre les différents peuples des différents pays, il faut faire des choses concrètes, pas des grandes phrases, nous dit Robert Schuman. Alors, sa chose très concrète, c'est placer ensemble la production franco-allemande de charbon et d'acier. Il pense déjà vraiment à la France et à l'Allemagne. Donc il dit on va créer une autorité commune dans une association ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Donc d'autres pays d'Europe pourront s'associer à
s'associer pourquoi? Pour mettre en commun leur production dans deux domaines, le charbon et l'acier, afin de développer économiquement sur des bases communes par une solidarité de production. Ça se passe ça en 1951 et ça va s'appeler la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc la CECA qui se met en place en 1951, c'est ça la proposition d'organisation européenne faite par Robert Schuman. Donc Robert Schuman, lui, en chaque fois je vais vous marquer les réponses aux différentes questions, donc veut mettre en place, la proposition qu'il a, c'est en 1951, la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc il va y avoir une haute autorité commune qui va permettre de mettre en commun la production de ces deux produits-là. Et si vous avez un peu réfléchi, vous savez déjà à quoi ces deux produits ils doivent servir. Alors cet événement, et on verra dans le 3, donc le 2 et le 3, cet événement, il va nous permettre de comprendre notamment qu'il y a un projet derrière aussi plus vaste que simplement mettre en commun des productions industrielles. Alors comme vous l'avez vu, le but de Robert Schuman là-dedans, c'est que si vous faites du commerce et une production commune avec votre voisin, vous ne lui faites pas la guerre. Toute guerre entre France et Allemagne deviendrait non seulement impossible, mais matériellement impossible parce que vous mettez en commun vos productions. Avec qui vous faites du commerce, avec qui vous faites de la production commune, vous restez en paix. Vous n'avez aucun intérêt économique que des désavantages à lui faire la guerre. Et les peuples auront l'habitude de se côtoyer et de commercer ensemble, tant et si bien qu'ils ne développeront plus d'animosité. Ils se rapprocheront. C'est ça le projet de Robert Schuman. Donc Schuman, ce qu'il veut par ce projet, donc, c'est mettre fin aux guerres européennes. Fin des guerres européennes. Et vous avez vu, il a deux pays vraiment en tête. Il a notamment France et Allemagne. Voilà. Économiquement parlant, ce projet, il a aussi un but économique, pas uniquement politique et populationnel. Il a un but, celui, comme vous l'avez vu, de mettre en commun des productions. Mais pourquoi ? Pourquoi faut-il du charbon ? Pourquoi faut-il de l'acier ? Ces deux productions-là, elles ont un but particulier. Elles vont servir, vous l'avez deviné, à reconstruire. Si l'Europe veut reconstruire et s'affirmer comme étant une puissance entre l'URSS d'un côté et les Américains de l'autre, il faut qu'elle ait les moyens de mettre en place sa reconstruction. Il faut qu'elle ait les moyens de rebâtir ses chemins de fer, il faut qu'elle ait les moyens de rebâtir des bâtiments détruits, notamment en Allemagne par les bombardements, etc. C'est pour ça que ce projet, il doit faciliter la reconstruction. Donc ce projet de Robert Schuman, c'est faciliter la reconstruction. Ok, il s'agit de reconstruire. Donc voilà l'intérêt économique. Pourquoi vous facilitez la reconstruction quand vous mettez en commun ? Parce que les produits vont circuler librement sans droit de douane et donc ça va permettre de baisser le coût de ces produits et donc de reconstruire plus vite et mieux. En tout cas, c'est le projet que fait Robert Schuman. Donc voilà le premier moment, le premier traité qui est signé à Paris en 1951 et qui donne lieu à ceci, la communauté de la CECA, en bas à gauche sur la frise chronologique qui est donc dans votre Google Drive, donc CECA, en 1951, si vous suivez la flèche, par le traité de Paris, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc elle crée ce qu'on appelle un marché commun. Donc vous vendez et achetez des produits, donc un marché de produits en commun, dans le charbon, dans l'acier, entre les pays membres. Il n'y a pas de droit de douane. Donc les produits vont circuler librement. Le but, c'est de faciliter la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Ça intéresse beaucoup les pays d'Europe
notamment pas uniquement la France et l'Allemagne, et 6 États vont devenir membres de cette CECA. La Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA. Rappelez-vous, pas l'Allemagne entière, puisque la partie RDA n'aura absolument pas le droit de participer à ceci. La partie RDA, la partie de l'Allemagne de l'Est, étant sous domination soviétique, dans le bloc de l'Est, séparé par le rideau de fer, puis le rideau de fer plus le mur de Berlin. Donc les 6 États membres, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, RFA, sont les 6 premiers pays à avoir participé à la construction européenne, puisque Robert Schuman ne fait pas qu'une construction franco-allemande, même si aujourd'hui encore on considère le couple franco-allemand, comme on le dit, comme le centre de l'Union européenne, même s'ils sont loin d'être toujours d'accord, et c'est d'ailleurs le cas actuellement. Donc si on fait le compte, voilà le premier moment. Le couple franco-allemand se crée avec la CECA en 1951 pour mettre fin aux guerres et créer une communauté du charbon et de l'acier afin de reconstruire. Premier point. Ça marche même bien. Alors, les 6 pays ont en 1957 l'idée d'aller plus loin. Ils vont créer une communauté économique européenne plus large que les seuls produits qu'on a cités auparavant, le charbon et l'acier. Notamment, à ce moment-là, il devient urgent d'avoir une politique agricole qui permette à l'Union européenne d'être autosuffisante au niveau de l'agriculture pour permettre à tous de manger à leur faim dans un contexte qui est encore compliqué dans l'après-guerre. Donc on veut étendre le champ des possibles. C'est donc le deuxième document de notre première étude de cas. On va se poser dessus les questions 4 et 5. Donc il est dans votre Google Drive. Voilà, je le mets de telle sorte que ma tête ne cache pas tout. Comme ça. Donc, faites pause si vous n'avez pas encore regardé. Posez-vous les 2 questions 4 et 5 sur le traité de Rome qui crée en 1957 la CE. Je vous mettrai évidemment des liens vers différentes vidéos qui vont vous montrer comment se déroulent ces différents traités européens. Alors, vous avez vu, regardons maintenant comment s'organise donc notre CE, Communauté économique européenne, à partir du traité de Rome de 1957. Alors, première chose, à quoi doit-elle servir ? C'est l'article 2 qui nous le dit. Elle doit servir à mettre en place un marché commun. Alors là, on a déjà vu le mot dans le domaine du charbon et de l'acier avec la CECA. Là, c'est un marché commun global. Donc, ce marché commun, voilà, hop, encore un peu, décidément. Voilà. Donc, ce marché commun global, il a pour but de rapprocher les politiques économiques des États membres. Premier but. C'est-à-dire d'avoir des politiques économiques communes entre les États membres afin de mieux pouvoir se partager notamment les produits et de permettre de faire les choses à moindre coût. De développer les activités économiques dans l'ensemble de ce qu'on appelle donc maintenant la communauté européenne, communauté économique européenne. D'avoir une stabilité accrue, c'est-à-dire toujours pas de guerre, et relever le niveau de vie. Qu'est-ce qui avait fait baisser le niveau de vie ? Vous vous en doutez, c'est la guerre. Donc, première chose, elle doit servir à rapprocher les pays européens dans leur politique économique, quel que soit le produit. Donc, créer une politique européenne commune, uniquement dans le domaine économique. Pour l'instant, c'est le seul domaine qui est concerné. Donc, la communauté économique européenne, elle va élargir ce que faisait la CECA à toute l'économie. C'est-à-dire mettre en place un marché commun. Donc un marché commun, je ne peux pas mettre les accents. Pour faire ça, les pays qui acceptent de signer ce traité de Rome prennent 4 mesures en commun. Alors, regardons lesquelles. Là, c'est le deuxième extrait qui va nous l'indiquer. Alors, première chose, ils éliminent les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie. Donc, vous n'avez plus le droit de lire, vous n'avez pas le droit de dépasser telle marge d'exportation, vous n'avez pas le droit de m'en envoyer plus, vous n'avez pas le droit de vendre plus. Les droits de douane et les restrictions à l'entrée et à la sortie des marchandises sont supprimés.
Deuxième chose, ils abolissent les obstacles à la libre circulation des personnes. Ça va se faire bien plus tard dans le cadre de la CE, mais c'est déjà pensé en 1957. N'importe qui dans ces pays membres devrait avoir le droit de circuler librement dans l'ensemble des pays, sauf cas exceptionnels. Exemple, la pandémie qu'on est en train de vivre où on a bloqué à nouveau certaines frontières. Mais dans le fonctionnement global, il devrait y avoir une possibilité de circuler librement. C'est pour ça que les douanes au passage entre France et Allemagne, quand vous allez par exemple à Sarrebruck, vous n'êtes plus arrêté par la douane. Donc la douane ne vous arrête en temps normal. Je ne parle pas de ce qui se passe actuellement, mais en temps normal, la douane ne vous arrête plus. Donc libre circulation des personnes, ça va permettre notamment pour le transporteur routier de passer très rapidement d'un pays à l'autre pour simplifier encore les échanges dans le domaine économique. Donc les personnes doivent circuler librement. Les services, c'est-à-dire qu'une entreprise d'un pays membre de la CE va pouvoir officier ailleurs. Si je suis une entreprise française, je peux aller travailler en Allemagne. Et les capitaux, c'est-à-dire que vous pouvez déposer de l'argent ou bien vendre et acheter à l'étranger sans problème. Donc les capitaux, l'argent, les services et les personnes doivent circuler librement sans barrière, notamment douanière. Troisième chose, politique commune dans le domaine de l'agriculture. Très important à l'époque pour nourrir la population, essentiel aujourd'hui toujours. La population doit évidemment toujours être nourrie. Et une politique commune dans le domaine des transports. Ça aussi, très important, si vous voulez développer l'économie, il faut que les transports soient réfléchis en commun. Vous ne pouvez pas avoir des lignes de train qui vont s'arrêter à la frontière française et pas reprendre vers l'Allemagne. Il y avait même des problèmes d'écartement des rails avant, c'est-à-dire que vous n'ayez pas les mêmes normes. Ça veut dire qu'un train français était obligé de trouver des stratagèmes, il fallait prendre un autre train allemand à partir des garages. Enfin, c'était très compliqué à certains moments. Donc là, on va avoir des normes pour permettre au train de passer d'un système à l'autre, d'un réseau à l'autre. Pareil pour les autoroutes, pareil pour les aéroports, on va prendre des mesures dans le domaine des transports pour simplifier l'échange économique entre les pays signataires. Alors maintenant, résumons pour notre réponse à la question. Donc, 4 mesures. Première mesure, suppression des droits de douane. Vous n'avez plus le droit de dire « je te ferai payer une taxe quand tu vends ton produit chez moi ». Vous ne pouvez plus avoir de droits de douane que pour des produits qui arrivent d'ailleurs que de l'Union européenne actuellement. Donc attention à ceux qui achètent sur AliExpress ou sur Wish, par exemple. Ces produits peuvent être taxés par la douane quand ils arrivent, puisque la Chine n'est pas dans l'Union européenne, forcément. Deuxième chose, circulation libre des personnes, services et capitaux. Donc la libre circulation qui va être progressivement mise en place. On met tout de suite en place celle des services et des capitaux. Celle des personnes va prendre plus de temps. Troisième chose, la politique commune dans le domaine de l'agriculture. Donc on l'appelle politique P, agricole A, commune C. Et enfin, une politique commune des transports. Donc suppression des droits de douane, libre circulation, notamment des capitaux, notamment des marchandises et ensuite des personnes, politique agricole commune, politique commune des transports. Donc voilà ce que c'est que le traité de Rome. Il va élargir à l'ensemble de l'économie des pays signataires ce que faisait la CECA pour le charbon et l'acier. Il va donc créer un marché commun dans le but de plus facilement reconstruire et de permettre à l'Union européenne d'être une puissance économique plus forte. Alors attention, j'ai dit Union européenne, c'est un lapsus que tout le monde fait. Puis à l'époque, on ne peut pas encore parler d'Union européenne, on parle bien de communauté économique européenne. Donc de 1957 à 1992, on va le voir, vous parlerez de communauté économique européenne et de 1992 à aujourd'hui, vous pourrez parler d'Union européenne. Donc cette communauté économique européenne a pour but de renforcer l'économie de tous les pays signataires en Europe afin de pouvoir exister dans le duel énorme de la guerre froide entre d'un côté l'URSS, de l'autre côté les USA. Vérifions avec notre deuxième fiche, notre frise chronologique. Donc le traité de Rome, deuxième cadre. Comme on l'a dit,
pour peser économiquement entre USA et URSS, crée bien un marché commun, donc des échanges économiques facilités, vise à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes, et à la politique agricole commune. La libre circulation des hommes n'est mise en place qu'en 1985 dans le cadre d'un traité qu'on appelle celui de l'espace Schengen, c'est le nom de l'endroit où a été signé ce traité. Tous les pays à ce moment-là qui participent au projet européen n'y adhèrent pas. Le traité qui est mis en place l'espace Schengen, regardez, regroupe tous les pays qui sont entourés par le cadre orange sur cette carte que vous avez pour la troisième étude de cas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace Schengen, c'est tous les pays qui l'ont signé. Qu'est-ce que c'est? La libre circulation des personnes. Vous êtes au Portugal, vous pouvez aller jusqu'en Finlande sans avoir besoin spécifiquement de, normalement, montrer un papier qui vous avez l'autorisation d'y aller. Par contre, vous pouvez être bloqué, comme c'est le cas actuellement. L'espace Schengen est actuellement fermé. Il est pratiquement impossible d'y rentrer à partir d'autres pays que ceux qui sont là signataires. Actuellement, pendant qu'on parle évidemment de la période Covid. Vous remarquerez d'ailleurs que tous les pays de l'Union européenne actuelle ne l'ont pas signé. Le Royaume-Uni est un cas à part, on le verra avec le Brexit, puisqu'il ne fait plus officiellement partie de l'Europe. Il est en pourparlers de négociations sur les conditions de sa sortie, mais l'Irlande également n'en fait pas partie, ainsi que certains pays de l'Est, notamment la Roumanie, la Bulgarie, etc. Donc vous avez des pays qui sont dans ce fameux espace dit Schengen. Confondez pas deux choses, confondez pas le continent européen et la construction européenne. Tous les pays du continent européen ne font pas forcément partie de l'Union européenne encore aujourd'hui. La Suisse, par exemple, est un pays du continent européen qui a choisi de ne pas faire partie de l'Union européenne pour assurer une neutralité, notamment dans le domaine bancaire. Donc si on fait le compte, d'ailleurs, en 1957, comme au moment de la CECA, vous avez 6 États membres uniquement. Donc en 1957, quand se crée la CEE, Communauté économique européenne, vous avez au départ Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et RFA qui y participent. Progressivement, vous le voyez sur la frise de l'élargissement que je vous ai mis au-dessus, je vous ai mis les événements en dessous et l'élargissement au-dessus, vous avez l'adhésion de pays de l'Europe du Sud. Évidemment, pas de l'Europe de l'Est. Tous les pays qui sont du côté Est du rideau de fer ont l'ordre de Moscou de ne pas adhérer à l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est un truc capitaliste. Donc forcément, pour Moscou, c'est impossible d'envisager l'adhésion d'un pays soviétique à l'Union européenne. C'est l'ennemi à abattre, comme les USA. Il faut montrer que le communisme marche mieux que le capitalisme, et il est hors de question que ces pays adhèrent. Ils n'auront donc pas ces aides qui permettent aux autres pays de développer leur économie. Si on fait le compte, troisième moment maintenant, toujours dans notre première frise, rappelez-vous, Robert Schuman, il dit qu'il faut des initiatives concrètes. Donc il en a déjà fait une avec le charbon et l'acier, on va voir une autre, la politique agricole commune. À quoi ça sert? C'est la question 6. Donc regardez bien le document qui est ici. Qui est aidé par la politique agricole commune et dans quel but? Alors, vous l'avez vu, ceux qui sont aidés, c'est les agriculteurs. Le but de la PAC, politique agricole commune, c'est de soutenir les agriculteurs. Pour faire quoi? Donc, dans quel but? Gérer deux choses différentes. D'abord, augmenter la production afin de pouvoir nourrir tout le monde en modernisant l'agriculture. Leur permettre, par exemple, d'acheter des tracteurs plus modernes, leur permettre d'acheter des semences, des engrais, leur permettre d'acheter du matériel, donc de se moderniser en se mécanisant. Et à partir du milieu des années 80, c'est l'inverse. Il y a trop de production. Donc on va permettre aux agriculteurs de subsister en leur demandant de produire moins. Certains agriculteurs vont avoir l'obligation, par exemple, de mettre des terres en jachère, c'est-à-dire de ne plus les cultiver. Mais ça fait une perte pour eux. Alors, l'Union européenne va leur donner de l'argent pour compenser cette perte, afin d'assurer deux choses, qu'on continue à avoir des agriculteurs pour assurer une autosubsistance européenne, sans, de l'autre côté, que ces agriculteurs ne puissent pas survivre et donc qu'ils ferment leurs exploitations.
Donc c'est un ajustement très complexe que la politique agricole commune, c'est une des premières politiques qui est mise en place. Au départ, elle sert donc à moderniser l'agriculture afin de produire plus. Ensuite, elle va progressivement servir surtout à éviter la surproduction agricole à partir des années 80. Il y a un troisième état de fait actuellement, comme vous l'avez vu, à partir des années 90, soutenir le développement durable. C'est-à-dire permettre de soutenir l'agriculture biologique, l'agriculture qui est moins, rappelez-vous, une agriculture intensive ou industrielle. Donc le but de notre PAC, politique agricole commune, c'est de soutenir les agriculteurs, pour moderniser. Donc il s'agit de moderniser leur exploitation par la mécanisation. Ça passe encore sur la ligne. Mais c'est également d'éviter la surproduction. Et enfin, développer l'agriculture durable. Donc voilà le but, soutenir les agriculteurs pour moderniser par la mécanisation, pour éviter la surproduction par les années 80 et pour développer l'agriculture durable. Voilà à quoi sert la politique agricole commune. Vous voyez, l'Union européenne, même si ça semble être, comme disait le général de Gaulle, un machin très lointain, en réalité, c'est quelque chose qui a des implications dans votre vie quotidienne. Par exemple, le calibre des produits agricoles, des fruits et légumes que vous voyez dans les supermarchés, par exemple, si vous avez des pommes de calibre 1 qui sont grandes ou de calibre 3 qui sont plus petites, c'est peut-être l'inverse, je ne suis pas spécialiste de la pomme, mais en l'occurrence, c'est l'Union européenne qui le définit. Donc l'Union européenne, ses implications, elles vont jusqu'à définir si vous êtes en face d'un gros concombre ou d'un petit concombre. Donc dans votre vie quotidienne, il y a des conséquences à la politique européenne. Deuxième conséquence, l'espace Schengen, le fameux. Donc regardons, on se pose là-dessus deux questions pour terminer notre première étude de cas. Qu'est-ce que les pays qui font partie de l'espace Schengen n'ont plus le droit de faire? Et est-ce que c'est plutôt des conséquences politiques ou des conséquences économiques? Parce que vous allez voir que notre troisième moment d'étude, après la CK et la CE, va mêler pour la première fois vraiment un développement politique à un développement économique. Vous avez vu? Alors regardons. Notre espace Schengen, il organise un espace de libre circulation des personnes. Donc, que ne peuvent plus faire les 22 des 28 membres de l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen, plus les autres États associés, qui sont au nombre de 4, donc les 26 États en 2013 qui mettent en place ça, c'est que on peut franchir les frontières des autres pays une fois qu'on est rentré sans subir de contrôle. Pour se déplacer, il n'y a plus besoin de passeport. Donc si vous êtes rentré dans l'espace Schengen, vous allez où vous voulez, dans cet espace. Seul moyen de rétablir les contrôles quand il y a une situation d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ça peut être fait pour 6 mois maximum ou 2 ans en cas de circonstances exceptionnelles après consultation des autres États du groupe Schengen. Ça a été fait par rapport aux mesures terroristes en France, puis ça a été fait aussi par rapport aux mesures Covid pour éviter la propagation trop grande entre inter-États de la maladie. Donc normalement, quand on sort du côté pandémique actuel, quand on retrouve un fonctionnement normal, on se rend compte que les pays de l'espace Schengen, ils n'ont plus le droit de fermer les frontières. Donc ils ont des frontières ouvertes aux autres pays. Donc ce qu'ils n'ont plus le droit de faire, c'est la fermeture des frontières. Attention, c'est ce qu'ils n'ont plus le droit de faire. Il n'y a plus de contrôle aux frontières.
vous avez le droit à une douane volante qui n'est plus stationnée forcément qu'à la frontière pour éviter, en coopération avec les autres pays d'Europe, les trafics en tout genre, mais il y a donc une libre circulation des personnes. Alors, conséquences plutôt politiques, plutôt économiques, eh bien, les deux. L'économie va être profondément transformée, puisque n'importe quel, par exemple, conducteur de camion va pouvoir, sans aucun problème, traverser sans perdre de temps. Vous n'êtes pas arrêté pendant 4 heures à la frontière, on va vérifier vos papiers, etc., etc. Vous traversez la zone. Donc, il y a bien des conséquences économiques. Donc, en économie, c'est la rapidité. La rapidité de transport. Et il y a aussi des conséquences politiques, puisque toute l'immigration va devoir être contrôlée aux frontières de l'espace Schengen et pas par chaque pays individuellement, puisque vous ne pouvez pas fermer vos frontières. Donc le contrôle des migrations clandestines il se fait aux frontières de l'espace Schengen. Donc ça veut dire que quand des migrants clandestins essayent d'intégrer l'Union européenne pour trouver une vie meilleure, mais qu'ils n'ont pas réussi à obtenir des papiers officiels de migration dans leur pays de départ, soit que c'est une dictature, soit que c'est un pays en guerre, etc., qui ne donne dans ces cas-là pas de papier, ils arrivent à la frontière de l'espace Schengen, et c'est là que le blocage se fait. Donc, s'ils arrivent à passer cet espace Schengen, ils peuvent circuler librement, puisqu'il n'y a plus de contrôle officiel aux frontières. Donc, vous êtes obligé, quand vous êtes un pays signataire de l'espace Schengen, d'avoir une organisation de fait avec tous les autres pays qui ont signé ceci pour éviter l'arrivée de migrants clandestins dans cet espace. Donc, vous voyez que vous déléguez une partie de l'autorité politique de gestion d'un État à l'Union européenne qui a en charge la mise en place de cet espace Schengen. Donc c'est là qu'on voit que l'économie et le politique se mélangent très fortement. D'autant plus à partir de 1992, ce qui va être le sujet de notre deuxième et troisième fiche. Donc notre première fiche maintenant est terminée. Nous savons qu'il y a eu en 51 puis en 57 deux premiers traités de fabrication d'une construction européenne qui pour l'instant est encore majoritairement tout de même économique. Le but c'était de remettre l'Europe à flot après la Deuxième Guerre mondiale et ensuite de maintenir une Europe forte au milieu d'une guerre froide entre un allié, les États-Unis, un allié capitaliste, et de l'autre côté une organisation non alliée, justement, l'Union soviétique, avec la menace notamment de l'Europe de l'Est qui n'intègre pas cette construction européenne, notamment la RDA. Alors, ça vous explique d'ailleurs la différence aussi de niveau de vie entre l'ex-RFA en Allemagne et l'ex-RDA, l'ex-partie européenne qui a bénéficié de ces aides, de ce capitalisme économique pour développer un niveau de vie, et puis l'ex-RDA qui, elle, avait un niveau de vie qui était très bas. Et d'ailleurs, actuellement, les habitants de l'ex-RDA sont encore en moyenne avec un niveau de vie un peu plus faible que les habitants de l'ex-RFA. Alors, quand vous avez un élargissement progressif du projet européen, c'est la deuxième fiche, vous avez à la fois des atouts et des difficultés. Alors, regardons. Première chose, comme on l'a vu, il y a 6 pays fondateurs de la CK et de la CE. Alors ces 6 pays, on les rappelle. Comme vous le voyez sur la carte, il s'agit de la France, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas,
de la RFA de l'Italie. Donc l'ACK et la CE, c'est l'association de ces 6 pays-là au départ. Mais, et ça vous le constatez aussi sur la carte et sur la frise, pour répondre à la question 2, il y a une augmentation du nombre de pays au fur et à mesure de la construction européenne. En 1992, un nouveau traité est fait que l'on étudiera ensuite. Au moment de sa signature, regardez et dites-moi combien il y a de pays en Europe qui le signent. Donc 92. Alors, comme vous avez pu le constater, en 92, il y a 12 États membres. Donc l'Europe des 12, c'est l'Europe de Maastricht. Tous les États qui sont en bleu foncé et dans les 2 autres nuances de bleu sont les États qui signent en 92 Maastricht. À ce moment-là, il n'y a pas d'ailleurs que la RFA qui signe, puisque l'Allemagne s'est reconstituée, rappelez-vous, à partir de 90, la réunification allemande. Donc il y a 12 États signataires. Donc en 92, des pays qui signent le traité de Maastricht, il y en a 12. Et sur la frise, regardez, il y a un événement qui amène les pays de l'Europe de l'Est, en vert sur la carte au-dessus, à élargir, à intégrer maintenant l'Union européenne pour bénéficier des aides économiques fournies. Donc à l'est de l'Europe, regardez bien et dites-moi quel est l'événement économique qui va permettre l'élargissement. Alors vous l'avez vu, hein, il est visible sur la carte, notamment grâce à la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. C'est que à ce moment-là, la guerre froide n'existe plus. Vous voyez, tout se mêle. Donc à partir des années 1990, après la chute du rideau de fer, après la fin de l'Union soviétique, après 91, vous avez ces pays qui vont tenter progressivement d'intégrer l'Union européenne, et pour ça, il faut des critères très particuliers. Donc, parce que la zone de l'UE, elle veut forcément garder une cohérence politique ainsi qu'une certaine cohérence économique. N'importe quel pays, notamment des dictatures ou des pays dont l'économie ne serait pas libre, ou bien qu'elle serait vraiment trop décalée par rapport au reste de l'Union, ne pourront pas y rentrer. Donc l'événement visible sur la frise, c'est effectivement la chute de l'Union soviétique. Et du bloc de l'Est. Donc à partir de là, vous voyez que progressivement, vous allez avoir d'abord les pays du sud de l'Europe qui vont intégrer l'Union européenne, puis les pays de l'Est de l'Europe qui sont les derniers arrivés après la chute de l'Union soviétique. Alors regardons maintenant comment ça se fait. Comment on adhère ? Alors, prenons l'exemple de l'adhésion de la Pologne. Donc la Pologne a adhéré pendant la grande vague d'adhésion des pays de l'ex-bloc soviétique entre 2004 et 2007. Pourtant, vous allez voir, depuis 1990 et son changement de statut avec la dislocation du bloc soviétique, elle demande des négociations. Donc regardez bien, questions 4, 5 et 6, avec le texte, etc. Vous avez 3 questions à vous poser. Vous avez vu ? Alors, combien de temps a-t-il fallu à la Pologne ? Il lui a fallu 14 ans, de 90 à 2004. Donc il lui a fallu 14 ans entiers pour compléter son processus d'adhésion. Le processus commence par des pourparlers, des négociations. Elle fait un acte de candidature officiel en 1994. Les accords d'association commencent. Les accords sont officiellement ouverts en 1997. En 2003, il y a un traité, mais ce traité doit être ratifié par un référendum de la population. Ce référendum est mis en place en Pologne en 2004. 78% de la population dit oui à l'adhésion.
officiellement, la Pologne devient membre de l'Union européenne. Il faut créer un référendum pour valider forcément le traité. Il ne peut pas être choisi que par les autorités politiques du pays. Il faut que l'ensemble des citoyens du pays qui demandent l'adhésion disent oui. Et pour ça, il faut des conditions. Alors, quelles sont les conditions ? Regardons maintenant le côté droit. Donc, les conditions pour rentrer que la Pologne a dû cumuler, puisque c'est l'Union européenne qui accepte ou pas la candidature d'un pays, à partir de critères qui ont été définis, qu'on appelle critères de Copenhague, puisqu'ils ont été définis lors d'une réunion à Copenhague, c'est que politiquement parlant, il faut que le pays qui fait la demande soit une démocratie, qui respecte les droits de l'homme, évidemment dans ce cadre la protection des minorités, et économiquement parlant, il faut une économie de marché, c'est-à-dire une économie non communiste. L'offre et la demande, donc une économie capitaliste. Donc il y a deux conditions, deux types de conditions. Il y a des conditions politiques. Il faut que ce soit une démocratie. Économiquement parlant, il faut ce qu'on appelle une économie de marché. Difficile d'avoir un marché commun si vous n'avez pas une économie de marché. C'est-à-dire un pays capitaliste. Le peuple polonais, il a été d'accord, c'est justement ça qui a mis la dernière pierre à l'édifice. Et on le voit par le référendum, où il y a 78% de oui. Alors, bilan justement de cette adhésion. On va maintenant chercher avec le dernier texte les conséquences. Donc conséquences positives que l'adhésion à l'Union européenne a eues en Pologne et ensuite les conséquences sur les économies des autres pays. Parce que s'il y a une augmentation du nombre de pays, c'est bien parce que globalement, tous les pays y trouvent un avantage, notamment économique. Donc l'élargissement de l'Europe, il doit profiter à la fois aux pays qui demandent à intégrer l'Union européenne, sinon ils ne le demanderaient pas, et il doit profiter aussi aux autres pays, sinon ils diraient non. Alors quelles sont les conséquences de cet élargissement ? Donc questions 7 et 8. Alors, regardons. Première chose, on anticipe des bénéfices. Alors, quels bénéfices ? La Pologne, elle a construit une démocratie. C'est-à-dire que, après cette période communiste dictatoriale qu'elle a subie, une démocratie a pu solidement se construire en Pologne avec un marché économique libre. Donc, tout n'appartenait pas à l'État. Il y avait une banqueroute économique et politique auparavant. Qu'est-ce que c'est ? C'est que le système communiste avait amené à une extrême pauvreté. Premier indicateur qui nous prouve que ça marche dans le domaine économique, le PIB, donc produit intérieur brut, la production totale des entreprises ramenée à un indicateur financier, augmente de 50%. Une économie qui augmente, même pendant les crises financières. Et quelles conséquences ? Création d'emplois. D'un autre côté, les partenaires de la Pologne dans l'Union européenne ont aussi eu des bénéfices. Il y a, sur les 15 pays membres de l'Union européenne à cette époque-là, un impact positif de l'entrée de la Pologne. Pourquoi ? Parce que la Pologne, grâce au marché commun, va vendre plus de produits au reste de l'Union européenne et que l'Union européenne va aussi vendre plus de produits à la Pologne en ayant ce marché en commun. Ça veut dire que si vous achetez plus, vous vendez aussi plus. Vous augmentez les échanges, donc vous augmentez le trafic économique. Donc, dans le cas d'une économie capitaliste, dont les entreprises cherchent à vendre le plus possible pour s'enrichir le plus possible, le but, c'est bien d'augmenter la taille des échanges. Et le fait d'avoir une union avec un marché commun où il n'y a plus de droits de douane et une facilité d'importation et d'exportation parce qu'il y a la libre circulation notamment des personnes, des capitaux et des services, vous allez créer un endroit qui va progresser économiquement
en permettant de vendre et d'acheter de plus en plus, ce qui va augmenter la taille du marché interne de l'Europe. Donc, en Pologne, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Première chose, conséquence positive, la démocratie, qui se met en place en Pologne avec le soutien des autres pays européens, plus la mise en place d'une économie plus forte, prouvée par le produit intérieur brut qui augmente, plus, directement lié à la vie des gens cette fois-ci, forcément, dans ces cas-là, une création d'emplois. Et en Europe, il y a eu des conséquences positives puisque vous avez un marché supplémentaire qui augmente la taille de l'économie de marché. Donc, autant la Pologne peut vendre, autant les autres pays d'Europe peuvent vendre à la Pologne. Vous avez donc une augmentation de la taille du marché commun. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la Pologne devient un nouveau marché privilégié pour les autres pays d'Europe. Donc voilà pourquoi il y a un élargissement de l'Europe. Voilà pourquoi nous ne sommes plus 6 comme lorsque la CK s'est mise en place, mais que nous sommes 26, 27-1 avec le Brexit. Avec ma page que j'ai perdue et qui est là. Voilà. Donc si vous faites le compte, à partir de là, on se rend compte qu'il y a bien une Union européenne qui s'est élargie. Et maintenant, ce qui va nous intéresser avec cet élargissement de l'Union européenne, c'est le passage justement où on a la dénomination européenne qui se crée de l'Union en 1992. Mais comme je vois que cette vidéo est déjà très longue, je vais scinder ceci en deux et je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour vous parler du traité de Maastricht et des difficultés et problématiques actuelles de l'Union.